Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de gestion facile. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au SIG, c'est-à-dire solde intermédiaire de gestion, et à leur analyse. Donc pour calculer les SIG, nous allons donc réaliser l'analyse du compte de résultat. Donc compte de résultat, je vous rappelle, qui est constitué des comptes 6 et 7. Donc pour calculer le premier SIG, par exemple la production brute, donc certains vont commencer par les marges. Je ferai une autre vidéo sur les marges, à savoir marge brute, directe et nette. Là, j'ai choisi de commencer par la marge brute, par la production brute. Donc cette production brute est issue de la somme des ventes. Donc ventes, par exemple, ce sont l'ensemble des produits vendus comme du blé ou des animaux. Ajouter les variations de stock, donc stock fin moins stock début. Donc les stocks, eux, sont calculés à partir des inventaires. Les autoconsommations, donc les autoconsommations, c'est par exemple le lait qui va être autoconsommé par la famille ou par l'exploitant. Les subventions couplées, donc subventions couplées, ce sont les subventions directement liées aux productions, comme par exemple les primes à la vache allaitante. Et ensuite, on ajoute les productions immobilisées. Alors, qu'est-ce que c'est une production immobilisée ? Lorsque vous avez une entreprise qui fabrique ses propres immobilisations, par exemple qui réalise un bâtiment, eh bien, on va accumuler l'ensemble des charges qui ont été nécessaires donc pour réaliser cette production. Donc, ces charges vont être calculées à leur coût de revient. Et tant que l'immobilisation n'est pas finie, eh bien, on va ajouter ces charges-là dans un compte 7 particulier, à savoir le compte 72, qui est le compte de production immobilisée. Et donc, une fois qu'on a ajouté tout cela, on obtient la production brute. Cette production brute, si on supprime les achats de même nature, donc achat de même nature, ça va être par exemple l'achat d'animaux que l'on va engraisser puis vendre, ou l'achat de blé, on obtient la production nette. Cette production brute va permettre d'analyser les facteurs de production. Donc, en agriculture, il y a deux facteurs principaux. La terre, en réalisant le ratio production brute par hectare, ou la main-d'œuvre, production brute par UTH. Donc, au niveau des UTH, si vous avez, par exemple, un chef d'entreprise, un chef d'exploitation et son épouse qui est à mi-temps, vous aurez 1,5 UTH, donc 1 UTH pour le chef d'exploitation et 0,5 pour l'épouse. Donc, au niveau des terres, si on est inférieur à la moyenne, donc la moyenne, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va simplement se référencer aux moyennes de groupe. Donc, un groupe, bien évidemment, comparable à l'exploitation. Par exemple, si on a une structure en polyculture, uniquement polyculture, dans une région donnée, on va se comparer aux autres exploitations en polyculture de cette région. Et donc, si on est inférieur à la moyenne, est-ce que c'est un contexte pédoclimatique particulier de l'exploitation ? C'est-à-dire, est-ce que le climat a été mauvais cette année-là ? Est-ce qu'il est mauvais plus généralement dans cette zone particulière du territoire ? Est-ce que mon sol est moins riche, moins fertile dans cette zone ? Voilà, est-ce que le contexte pédoclimatique est défavorable à l'exploitation ? Est-ce que c'est un problème de technique ? Est-ce que c'est un problème de pratique culturelle ? Est-ce que je réalise mes apports d'engrais au bon moment ? Est-ce que je fais mes semis dans de bonnes conditions, par exemple ? Est-ce que la production brute par hectare est mauvaise pour l'ensemble des cultures ou pour certaines cultures ? Dans ce cas-là, est-ce que cette culture est adaptée ? Ou peut-être aussi, est-ce que cette année-là, la culture ne s'est pas développée parce que c'était une année particulière ? Ou encore, est-ce que j'ai les sols adaptés pour réaliser cette production ou est-ce que j'ai la bonne pratique culturelle pour réaliser cette culture ? En élevage, c'est la même chose, sauf que là, on va parler de production brute, par exemple, par surface fourragère. Et dans ce cas-là, on va s'intéresser à la valorisation des fourrages. Est-ce que mes animaux valorisent suffisamment bien les surfaces que je produis ? Au niveau de la main-d'œuvre, si on est inférieur au groupe, est-ce que c'est un problème de qualification de la main-d'œuvre ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas que je forme ma main-d'œuvre qui est mal qualifiée ? Est-ce qu'il faut que je revoie l'organisation du travail ? Par exemple, si j'ai beaucoup de temps passé et que j'ai une production par UTH qui est faible, peut-être que j'ai beaucoup de temps improductif. Donc dans ce cas-là, il est peut-être intéressant de réaliser ce qu'on appelle le bilan du travail, à savoir donc un graphique qui compare
au mois la différence entre l'offre et la demande de travail. L'offre de travail, c'est la quantité de travail que peut offrir la main-d'œuvre, et la demande, c'est la demande nécessaire sur l'exploitation. Et donc, il est intéressant de calculer cela. Et donc de savoir si je suis déficitaire, excédentaire, et est-ce que j'ai cette situation finalement tous les mois ou pas. Ensuite, si on enlève les approvisionnements, c'est-à-dire l'ensemble des charges comme les engrais, l'alimentation du bétail ou les produits phytosanitaires, on enlève aussi les variations de stock d'approvisionnement en faisant cette fois-ci stock début moins stock fin. Vous voyez que c'est différent du calcul de variation de stock des produits. On a fait stock fin moins stock début, là on fait stock début moins stock fin, moins les autres achats et charges externes. Donc autres achats et charges externes, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout ce qui est achat non stockable qu'on va retrouver dans les charges de structure. Par exemple, les locations de terre, le fermage, l'eau, l'électricité, les coûts des tiers, par exemple le coût de l'expert comptable. Tout ça, ça va rentrer dans ces autres achats et charges externes. Et donc ça permet de calculer la fameuse valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, couplée à la production brute, donc en faisant le ratio valeur ajoutée sur production brute qu'on peut multiplier par 100 pour avoir un pourcentage, va nous donner l'efficacité économique de la structure. C'est-à-dire la capacité à générer le maximum de produits avec le minimum d'intrants. Par exemple, réaliser le maximum de rendement en blé en utilisant le minimum d'engrais, ou le maximum de lait avec le minimum d'aliments, par exemple. Et donc, si on est inférieur à la moyenne, est-ce que déjà c'est un problème de produit ou de charge? Si c'est un problème de produit, on peut revenir à ce qu'on a vu précédemment, la productivité des facteurs de production, donc la main-d'œuvre ou les terres. Si c'est un problème de charge, est-ce que j'ai les bonnes pratiques? C'est-à-dire qu'ici, est-ce que j'utilise pas trop d'engrais par rapport, par exemple, au potentiel de mes terres? Est-ce que je raisonne mes utilisations d'intrants? C'est-à-dire, j'utilise des OAD, des outils d'aide à la décision, pour savoir à quel moment je vais apporter telle ou telle quantité d'azote dans mes champs, et à quelle période. Le rationnement, idem. Est-ce que mes animaux ne sont pas trop nourris par rapport à leur capacité à produire donc de la viande ou du lait? Donc dans ce contexte-là, je peux comparer mes charges opérationnelles, mes charges variables, les comparer au groupe. Est-ce que mon coût d'aliment est supérieur ou inférieur au groupe? Est-ce que mon coût d'engrais, idem, est supérieur ou inférieur au groupe? Voilà, ça va me permettre d'avoir une idée de mes charges opérationnelles. Idem, je peux faire la même chose avec mes charges de structure, dites charges fixes, en comparant le coût de mon outil de travail par rapport à la moyenne. Est-ce que mes frais de fermage sont supérieurs à la moyenne? Est-ce que mes frais d'assurance sont aussi supérieurs? Est-ce que j'ai plus de réparation de mes bâtiments, de mon matériel par rapport au groupe? Et donc dans ce cas-là, prendre ensuite les bonnes décisions pour limiter justement ces coûts pour revenir dans la moyenne. Ensuite, en repartant de la valeur ajoutée, je peux enlever impôts et taxes. Donc dans impôts et taxes, vous allez par exemple retrouver les cotisations professionnelles ou par exemple les charges foncières, les impôts fonciers. Ensuite, les charges de personnel. Donc quand je dis charges de personnel, vous avez ici tout ce qui est MSA et salaire, y compris la rémunération théorique des associés lorsqu'on est en société. Ensuite, vous ajoutez les subventions découplées. Donc tout à l'heure, pour calculer la production brute, nous avions ajouté les subventions couplées. Là, cette fois, nous ajoutons les subventions découplées, c'est-à-dire les anciens DPU qui sont maintenant appelés les DPB, donc les droits à paiement de base, c'est-à-dire des aides qui sont versées non pas à la production, mais par rapport à une exploitation donnée. Et donc ça permet de calculer le BE, donc l'excédent brut d'exploitation, qui va nous permettre d'analyser beaucoup de choses. Déjà, on peut s'interroger sur le BE. Est-ce qu'il est inférieur à la moyenne? On peut aussi réaliser un EBE à l'hectare ou un EBE à l'unité de main-d'œuvre pour avoir un ratio encore plus précis que la productivité, puisque le BE représente finalement la richesse créée par l'entreprise. Et donc, pour analyser cela, eh bien, à nouveau, on peut revenir en arrière, c'est-à-dire que si j'ai une production brute qui est faible
et une valeur ajoutée qui est faible, il y a de très fortes chances que j'ai un EBE qui soit faible. Mais si ma production brute est bonne, ma valeur ajoutée est bonne, et que mon EBE est faible, peut-être puis-je me poser des questions sur ma rémunération du personnel, puisqu'on voit qu'il y a deux charges essentielles qui interviennent à ce niveau-là, impôts et taxes et charges de personnel. On peut aussi calculer ce qu'on appelle la dépendance aux aides, c'est-à-dire en faisant le ratio total des subventions couplées et découplées sur le BE corrigé. Alors pourquoi corriger ? Corriger, ça veut dire que j'ai ajouté la rémunération théorique des associés. Puisque, on l'a vu, dans les charges de personnel, il y a une rémunération théorique des associés qui est déduite quand on est en société, mais c'est une rémunération qui est théorique, ce n'est pas une rémunération réelle. C'est pour ça que, par la suite, vous verrez, le BE est systématiquement corrigé de cette rémunération qui est théorique, qui n'est pas réelle. Et on verra la rémunération réelle, justement. Donc, dépendance aux aides. Donc, si j'ai une dépendance qui est forte, eh bien, que se passe-t-il demain si l'Europe décide de diminuer son taux de subvention? Que va-t-il se passer sur ma ferme? Comment vais-je rattraper le manque de richesse que je vais perdre suite à cette baisse de subvention? Donc, le BE permet aussi de calculer la CREN. Donc, la CREN, c'est capacité de remboursement en emprunt nouveau. Donc, comment? En prenant le BE corrigé, donc on l'a vu, corrigé des rémunérations théoriques, c'est-à-dire que j'ajoute à le BE la REM théorique des associés, moins les prélèvements privés, donc qui sont les prélèvements réels qu'on a sur une exploitation, moins les annuités, donc ça c'est ce que je verse à la banque, donc capital et intérêt, moins les charges financières à court terme, ça c'est par exemple les intérêts liés aux découvertes bancaires, plus les produits financiers. Donc les produits financiers, ça va être les intérêts que je gagne lorsque je place de l'argent sur un compte en banque, un compte à terme par exemple. Et donc, un exemple par rapport à cette CREN pour bien comprendre. Si on réalise un emprunt de 100 000 euros sur 15 ans à 2,5%, ça représente environ une annuité de 8 077 euros. Eh bien, si ma CREN est inférieure à ce 8 077 euros, c'est-à-dire que je ne crée pas suffisamment de richesse pour couvrir ce nouvel emprunt. Et donc, j'aurai des difficultés. Surtout si, lorsque j'ai calculé ma CREN, j'ai pris une moyenne des EBE, ce qui veut dire que c'est à peu près en moyenne la richesse que je crée. Et donc, si ma CREN est en moyenne inférieure à ce montant-là, ça veut dire que j'aurai des difficultés à rembourser ce nouvel emprunt. Alors, comment faire? Eh bien, voir si, par exemple, mes annuités vont baisser à l'avenir, ou si mes prélèvements privés baisseront, si peut-être que j'aurai moins de besoins privés, parce que je n'aurai plus d'enfants à charge, par exemple, qui me permettra de baisser mes prélèvements privés et d'augmenter ma CREN. Il est de même pour les annuités. Donc le BE permet aussi de calculer le revenu disponible en faisant ce calcul, donc EBE moins annuité moins charge financière plus produit financier, ou on peut aussi repartir de la CREN en faisant simplement CREN plus prélèvement privé, ce qui nous donne le revenu disponible. Ce qui est intéressant, c'est de ramener ce revenu disponible à l'heure. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait calculer le bilan du travail et donc connaître finalement l'offre de travail. Et donc si on calcule le revenu disponible et qu'on le divise par le nombre d'heures travaillées par le chef d'exploitation et ses salariés, eh bien on peut voir justement, comparé au SMIC, ce que ça représente. Et donc si le revenu horaire est faible, si mon chef d'entreprise gagne finalement moins que le SMIC, donc moins que ses salariés, est-ce que c'est un problème de temps de travail? Est-ce que c'est un problème de revenu disponible, puisque c'est un ratio entre les deux? Est-ce que c'est lié à mon EBE qui est trop faible? Ou est-ce que c'est lié, au contraire, à mes annuités qui sont trop fortes? Voilà. Donc voir aussi là à l'avenir, peut-être que mes annuités baisseront. On peut affiner justement les éléments par rapport aux annuités en regardant le ratio annuité sur EBE corrigé. C'est-à-dire dans quelle proportion les annuités consomment finalement la richesse que je crée. Quelle proportion de mes richesses je verse à la banque par rapport aux richesses que je produis. Et on peut comparer ça avec un ratio qui est calculé sur le bilan, à savoir le taux d'endettement, total des dettes sur total du passif. Donc si j'ai un taux d'endettement élevé et qu'une forte proportion de la richesse que je crée via mon EBE est consommée par mes annuités, eh bien je peux me poser certaines questions et me dire que je suis pas loin du surendettement.
Donc si je repars de l'EBE, ça va me permettre de calculer différents résultats. Le premier, c'est le résultat d'exploitation. En enlevant les amortissements, donc les dotations aux amortissements, les autres charges d'exploitation. Alors, autres charges d'exploitation, qu'est-ce que c'est? Ça va être par exemple les écarts de règlement, qui est comptabilisé dans le compte 658. On va ajouter les autres produits d'exploitation. Donc, autres produits d'exploitation, ça peut être des transferts de charges, donc comptabilisés dans le compte 791. Ensuite, si j'ajoute les produits financiers et j'enlève les charges financières, donc produits financiers, on l'a déjà dit, ce sont les intérêts que je gagne sur des placements, et les charges financières, ce sont les intérêts de mes emprunts. La différence des deux, ça fait le résultat financier. Et donc, si je fais résultat d'exploitation, finalement, moins le résultat, plus le résultat financier, eh bien, je vais obtenir le résultat courant. Donc, résultat d'exploitation plus résultat financier, ça nous donne le résultat courant. De la même manière, si je repars du résultat courant et que j'ajoute les produits exceptionnels et j'enlève les charges exceptionnelles, alors déjà, qu'est-ce que c'est produits exceptionnels et charges exceptionnelles? Les produits exceptionnels vont par exemple représenter la vente d'une immobilisation, vente d'un matériel. Et la charge exceptionnelle liée, ça va être la valeur nette comptable de ce matériel. De telle sorte que si je fais la différence entre, dans ce cas-là, produits exceptionnels et charges exceptionnelles, je vais obtenir la plus-value. Et donc, ici, la plus-value, ça sera le résultat exceptionnel. Et donc, si je fais résultat courant plus résultat exceptionnel, j'obtiens le résultat d'exercice. Et donc, si on repart du résultat d'exploitation, on peut calculer ce qu'on appelle la rentabilité économique. Donc, la rentabilité économique, qu'est-ce que c'est? Ça va simplement être la différence entre, le ratio entre résultat d'exploitation corrigé, donc toujours corrigé des rémunérations théoriques lorsqu'on est en société, moins les prélèvements privés, qui sont les prélèvements réels, sur la moyenne de l'actif du bilan. Alors, comment réaliser la moyenne de l'actif du bilan? Simplement, on ajoute l'actif du début d'exercice à l'actif de fin d'exercice, on divise par 2 et on a une moyenne. Et donc, cette rentabilité mesure la capacité de l'entreprise à rémunérer l'ensemble des capitaux investis, et donc on peut comparer cela au marché des capitaux, à savoir si l'ensemble de ces actifs, du montant de ces actifs, était investi sur un autre marché que le marché agricole, par exemple, eh bien, quelle rémunération, quelle rentabilité économique pourrais-je avoir? On peut aussi, avec le résultat courant, cette fois-ci, calculer la rentabilité financière en faisant résultat courant corrigé, moins prélèvement privé, donc c'est assez proche de ce qu'on a vu juste au-dessus dans la rentabilité économique, mais cette fois-ci divisé par la moyenne des capitaux propres. Donc je vous rappelle que les capitaux propres, on les trouve au passif, tout en haut du passif. Et donc la moyenne des capitaux propres, de la même manière, on va prendre les capitaux propres de début d'exercice, on va ajouter les capitaux propres de fin d'exercice, on va diviser par 2, on a une moyenne des capitaux propres. Et donc ça doit être positif, voire, dans le meilleur des cas, supérieur au taux moyen des emprunts, puisqu'il s'agit d'une rentabilité qui est financière. Donc l'idéal, c'est de générer une rentabilité supérieure au taux que nous avons sur nos emprunts bancaires. Alors, les prélèvements privés, puisqu'on a parlé plusieurs fois de prélèvements privés, qui, je vous rappelle, lorsqu'on est en société, c'est différent de la rémunération théorique des associés. La rémunération théorique des associés en société est calculée et rentrée comme une charge, et c'est une rémunération qui est théorique. Là, on veut les prélèvements réels. Donc, comment on va calculer cela? Avec cette formule. Alors, cette formule paraît un peu énorme et imbuvable, mais en fait, elle peut se décomposer. Si vous prenez la première partie, on va faire quoi? On prend les capitaux propres de l'année précédente, donc capitaux propres qu'on retrouve tout en haut du passif, plus les comptes courants au passif de l'année d'avant, moins les comptes courants à l'actif de l'année d'avant, moins les subventions d'investissement, pareil, qu'on retrouve en haut du passif de l'année d'avant, moins les provisions réglementées qui sont juste après les subventions d'investissement dans le passif de l'année d'avant, plus le résultat de l'exercice, cette fois-ci de l'année, résultat corrigé. Donc s'il est corrigé, c'est qu'on lui a ajouté la rémunération théorique des associés. Ce bloc-là, moins
La même chose, mais pour l'année, donc capitaux propres de l'année, plus compte courant passif de l'année, moins compte courant actif de l'année, moins subvention investissement de l'année, moins les provisions réglementées de l'année. Et voilà. Et en faisant la différence de ces deux gros blocs, vous obtenez les prélèvements privés de l'année. Voilà, je vous remercie pour cette nouvelle vidéo. Au revoir.